remontent l'information et les personnels compétents, les personnes compétentes plutôt, ils descendent, ils prélèvent et puis au niveau de laboratoire, on doit nous dire si réellement il s'agit d'une maladie ou c'est juste une mort normale d'un animal. Vous voyez, ça c'est pour signifier que tant qu'il n'y a pas une collaboration entre les trois secteurs, c'est l'un des facteurs qui va favoriser que nous retrouvons toujours dans les cas des épidémies. Mais là aussi, il faut aussi citer l'insécurité qui bat record dans certaines zones, qui est un facteur aussi favorisant, les déplacements des populations, l'accessibilité difficile des populations au niveau de nos centres. C'est aussi un facteur. Il faut aussi signifier que le manque d'éducation au niveau de la population. La population doit être éduquée, la population doit être mobilisée sur des questions épidémiques. Vous comprenez? C'est les rôles même du personnel soignant qu'on appelle des relais communautaires, qui sont des personnes influentes dans les communautés, qui sont encadrées avec des matières clés à la santé, mais qui sont comme le miroir du système de santé au niveau de la communauté. Dès qu'il y a un élément, dès qu'il y a un signal, alors le signal est remonté facilement et il y a une investigation. Voilà au moins quelques facteurs. Aussi notre mode de vie, en termes de l'alimentation. Vous voyez, dans nos villages, surtout dans les zones où on vit que de la chasse, vous allez prendre n'importe quel animal, peut-être qui est décédé de soi et de lui-même, sans en connaître la cause. Vous venez vous préparer et vous allez vous retrouver dans une situation comme ça. Il y a aussi les mesures de prévention qui doivent être prises, comme pendant la Covid, toujours se laver les mains, après être par exemple en contact avec n'importe quel liquide. Est-ce que le personnel soignant sont vraiment en train de parler aux personnes, par exemple aux personnes de provinces touchées qu'il faut se préserver, il faut respecter le geste barrière et tout? Est-ce qu'ils sont vraiment dans ça, en train d'éduquer le personne de se protéger contre la maladie? Parce que, mais désolé docteur, parce qu'on a vu dans des vidéos, il y a des gens qui essayent de fuir. Non, moi je ne suis pas contaminé, moi je n'ai pas la maladie. Exact. On a vu les vidéos, c'était je crois que c'est dans la province du Haut-Katanga, si je ne me trompe pas. C'est à l'Inituri, au Maniema, dans les provinces touchées. Donc ils ne veulent pas être mis à côté. Selon eux, ils ne sont pas touchés. Et puis on se demande, est-ce que le personnel soignant arrive quand même à enseigner la population que vous devez vous préserver contre la maladie? Alors, dans la riposte, il y a les volets communication. Il y a les volets communication et mobilisation aussi, sensibilisation de la communauté. C'est-à-dire, il y a des communicateurs qui sont là que pour sensibiliser la population sur la maladie. Comprenez? Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, dès qu'il y a une épidémie, malheureusement, il est recommandé que ce soit des personnes influentes issues des communautés. Vous comprenez, qui doivent prendre ce relais-là, parce que la communauté a non seulement confiance en ces gens-là, mais ils vivent avec eux au quotidien. Facilement, le message peut passer. Alors, si on se réfère comme on voit aujourd'hui, il y a eu une épidémie, ce sont des personnes qui viennent des autres pays, ce sont des personnes étrangères qui viennent des autres provinces, qui ne connaissent pas les réalités au niveau de ces zones-là. Ils vont communiquer et le message va très mal passer. Alors, le plus important, c'est de continuer à former des personnes au niveau de la communauté, parce que dans la riposte, si vous ne réussissez pas à faire participer la communauté, vous allez échouer. Vous comprenez? C'est comme ça. Le message, la sensibilisation, la mobilisation, la communication, c'est un volet très important. Et s'il n'est pas bien appliqué,
je crois que le message ne passera pas. C'est la difficulté. Je ne dis pas que les gouvernements ne communiquent pas. On communique suffisamment, mais est-ce la méthode prise appropriée? Là, la question reste ouverte. Merci, docteur. Oui. Aujourd'hui, quels sont actuellement les niveaux, les niveaux réels de risque pour la population congolaise dû à la maladie? Alors déjà, nous n'allons pas dire que nous sommes bien sûr en alerte parce que la maladie est là, la maladie continue à se propager, mais nous félicitons le gouvernement parce que nous avons remarqué que le cumul des cas a sensiblement diminué. Nous avons aussi remarqué que le nombre de personnes guéries augmente, vous comprenez? Donc, nous félicitons le gouvernement et nous allons dire que nous restons tous en alerte et observant les mesures qui sont prises au niveau des personnels soignants. Aujourd'hui, on peut dire que la souche Bundibugyo change-t-elle la manière de lutter contre l'Ebola? Oui, ça change, comme on venait tantôt de le dire, parce que nous n'avions pas encore fait l'expérience de cette souche. Dans les années passées, c'était très passagère avec l'épidémie, mais actuellement, déjà la détection du premier cas a été tard, et surtout face à une souche pour laquelle nous n'avons pas de vaccin, vous comprenez? Une souche pour laquelle nous n'avons pas de vaccin. Donc, c'est un bémol, comme je peux dire. Nous faisons face vraiment à une situation difficile, mais le gouvernement, avec les mesures prises, réussit quand même à contrôler la situation. Merci, docteur. Pourquoi nous ne disposons pas, je vais dire que les structures sanitaires congolaises ont-elles encore le moyen de faire face à cette épidémie? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais dire que la RDC a un système de santé avec une grande expérience en termes de réponse face aux épidémies. Nous avions fait face à la COVID-19, nous avons fait face aux épidémies de choléra, les Mpox, mais ce système de santé reste fragilisé par beaucoup de choses. Nous pouvons ici citer le manque de financement. Nous pouvons citer ici les infrastructures qui sont limitées. Nous félicitons aussi le président de la République avec le programme du développement à la base de 145 territoires. Nous voyons quand même les centres de santé qui sont maintenant en construction, ce qui est très bien. Le personnel soignant aussi qualifié. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand il y a une épidémie, la majorité des gens sur le terrain, si vous remarquez, ce sont des personnes expatriées. Voilà, donc il faut vraiment former des personnes, mais il faut aussi avoir une base de données. Il faut aussi avoir une base de données parce que les données sont très importantes, ça permet de faire les suivis des maladies dans les temps. Dès qu'on constate qu'il y a par exemple hausse des cas, directement on peut déclarer une épidémie. Donc comme je venais de le dire, actuellement comme les zoonoses, toutes les épidémies que nous vivons ces 10 dernières années sont plus d'origine animale. Selon l'OMS, à 70%, toutes les épidémies actuellement sont d'origine animale. Il faut une collaboration avec tous les secteurs, animal, environnemental et les secteurs humains. Et notre système de santé n'a pas encore atteint ces niveaux-là, surtout avec la santé animale. Vous comprenez? Donc c'est un système de santé, pour être bref, qui est efficace par expérience antérieure avec les autres épidémies, mais qui est fragilisé par un manque de financement, parce que quand il y a épidémie, nous devons attendre l'argent des bailleurs de fonds, vous comprenez? Il y a un problème avec les infrastructures, un problème avec le personnel soignant, un problème même de gouvernance. On ne sait pas à un moment, est-ce que c'est le ministère de Santé, est-ce que c'est la direction des surveillances épidémiologiques, est-ce que c'est l'Institut national de santé publique, vous voyez? Donc, face à tous ces éléments, nous retrouvons
face à un système de santé fragilisé, et les laboratoires aussi, qui ont un rôle essentiel à jouer dans la surveillance épidémiologique, parce que nous avons que l'UNRB ici. Actuellement, bien sûr, on commence à décentraliser. Nous voyons quand même des laboratoires qui sont érigés au niveau de certaines provinces, mais cela doit s'étendre. Parce que si vous avez, par exemple, des échantillons qui quittent un village, qui doivent arriver, par exemple, à Kinshasa après 5-10 jours, tous ces temps-là, les cas continuent à se multiplier au sein de la population. Donc voilà, un système de santé efficace par l'expérience, mais fragilisé par tous ces éléments que je viens de citer. Pendant cette période de la lutte, de la riposte, est-ce que la prise en charge du personnel soignant sont vraiment assurées par le gouvernement? Effectivement, la prise en charge est assurée parce que en suivant le ministre de la Santé, malgré que les difficultés ne manquent jamais, il y a toujours peut-être un retard de paiement, il y a peut-être un retard qui est lié par exemple dans la prise en charge parce que les personnels soignants eux-mêmes peuvent tomber malades. Nous constatons même les décès de certains. Oui, c'est les risques liés à notre métier. Mais les moyens sont mis en place par le ministère de la Santé et pour d'abord protéger ceux qui sont au front. Il y a des équipements de protection individuelle. Vous avez toute la logistique possible. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Merci, docteur. Quel rôle jouent les déplacements de population, l'insécurité et la méfiance envers les équipes de riposte? Alors ça, ce sont des facteurs qui rendent la riposte très difficile. Je pourrais même affirmer ici que quand vous êtes face à cette situation, même si vous avez les meilleurs experts du monde, c'est très difficile de contenir l'épidémie. Parce que quand vous êtes face à l'insécurité, les personnels soignants ne peuvent pas aller sur le terrain. Il y a d'abord la peur de mourir et l'insécurité qui pousse aussi la population à se déplacer. Vous voyez que quand on quitte d'une zone à une autre, on quitte aussi avec la maladie vers une autre zone. Donc on peut la contenir dans une zone quand il y a déplacement de population. Vous comprenez qu'on va contaminer une autre zone. Et avec l'insécurité, les populations n'arrivent pas aussi à accéder dans les zones où sont érigés les centres de traitement. Ils restent à domicile et ils continuent à se contaminer. Vous comprenez? Donc, c'est dire que ces trois facteurs jouent un rôle très important dans la riposte. Tant qu'on n'arrive pas à équilibrer ces éléments-là, c'est très difficile. Mais nous félicitons déjà le gouvernement de la République démocratique du Congo parce que malgré les contextes dans lesquels l'épidémie sévit, ils réussissent quand même à réduire les cumuls de cas et des décès. Ok. Peut-on encore contenir l'épidémie avant qu'elle atteigne davantage de grandes villes, notamment la ville-province de Kinshasa? Oui, c'est possible et je crois déjà les mesures ont été prises et annoncées par le ministre de la Santé, notamment avec la surveillance au niveau fluvial, au point d'entrée, vous comprenez? Donc jusqu'à là, nous rassurons la population, surtout de Kinshasa, il n'y a aucun cas à Kinshasa. Et en fait, on avait vu oui. le gouverneur de la ville en train de dire, je crois, comment on a l'habitude de dire à Libongo, hein, oui. qu'il y avait un nouveau cas venant de l'Équateur. En fait, pas une personne atteinte de l'épidémie. Non, en fait, nous allons ici dire à notre population que la structure qui est habilitée à confirmer et à communiquer sur un nouveau cas, c'est le ministère de la Santé via les canaux qui sont officiels, via les structures qui sont sous la dépendance du ministère de la Santé. Vous comprenez? Oui. Au niveau de la population, nous pouvons avoir des signaux qui ne sont pas des vrais. Vous comprenez? On peut avoir une fausse information. Bien sûr, on ne la néglige pas. Dès qu'il y a une information comme ça, les personnels soignants descendent, ils s'en saisissent et on vérifie. L'investigation, c'est aller vers la personne concernée, poser des questions, faire des prélèvements et on envoie les échantillons au niveau du laboratoire. Si les laboratoires nous disent que ces échantillons-là
ne sont pas positifs, il n'y a pas de cas. Jusqu'à là, il n'y a pas de cas à Kinshasa. Ce n'était que des signaux qui n'étaient pas vrais. Docteur, sommes-nous face à une crise sanitaire sans précédent en RDC et quelles mesures sont aujourd'hui le plus urgentes? Oui, nous sommes face à une crise sans précédent parce que déjà c'est une nouvelle souche. Il n'y a pas de vaccin parce que face à cette épidémie, les moyens efficaces du traitement, c'est un vaccin approprié. Donc vous comprenez que c'est la difficulté que nous avons. Mais aussi, nous félicitons encore les gouvernements parce qu'il y a déjà un lot de vaccins qui est sur place, qui va permettre de réduire la gravité de la maladie. Donc, dans des termes techniques, ça va apporter une immunité croisée. Comprenez? Et puis, au-delà de ça, quand la charge virale ne sera pas encore très élevée, et vous allez comprendre que la contamination sera aussi réduite. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que notre système de santé, comme on le disait, a une expérience en matière d'épidémie, mais c'est aussi un système de santé qui est pas faible, c'est trop dur. C'est un système de santé qui est réactif, oui. Vous comprenez? Donc, nous devons passer de la riposte urgente à un système de santé résilient. Vous comprenez? Donc, il doit y avoir des méthodes efficaces avant l'épidémie, au début de l'épidémie, pendant l'épidémie et après l'épidémie. Donc, ça signifie que la surveillance à chaque niveau du système de santé doit se faire de façon permanente, que ce soit pendant ou après ou avant. Donc, ça va permettre, dès qu'il y a un cas, et on décèle ça de façon précoce et la riposte aussi est tellement rapide et on n'arrive pas à vivre cette situation. Est-ce qu'il y a des hôpitaux, soit des épicentres appropriés si vous constatez que votre frère, sœur, ami présente des signes liés à la maladie, soit à la virus Ebola? Alors, déjà, ça c'est un message pour toute la communauté, pas seulement pour les personnes qui vivent dans des provinces touchées. Déjà, quand on est à la maison, vous constatez que vous avez un frère, une sœur, ça dépendra peut-être un neveu ou qui, et vous constatez qu'il présente des signes tels qu'une fièvre élevée, il a des maux de gorge, il se plaint de céphalée, peut-être des nausées, des vomissements, parce que pour certaines personnes, Ebola, c'est l'hémorragie. L'hémorragie qui peut être interne ou externe. Attention, ça c'est un stade avancé. Parce que quand la maladie est au début, vous n'avez pas tous les signes hémorragiques. Alors, quand vous êtes face à une personne qui vous présente d'abord un tableau qui peut être présenté comme un paludisme, soit un syndrome grippal, ce que vous devez faire, c'est aller directement dans un centre de santé le plus proche, sans toucher votre frère, parce que la contamination, c'est à travers... elle est interhumaine à travers les fluides du corps, notamment le sang, la salive, la transpiration, tous ces éléments-là. Donc, dès que vous constatez qu'il y a un tableau qui est semblable soit à un syndrome grippal, soit à un paludisme, vous allez vous adresser à un personnel soignant dans un centre de santé les plus proches, qui sont aujourd'hui les points de contact direct de la population avec les systèmes de santé. Et c'est au personnel soignant de venir voir votre frère, votre enfant qui est malade. Et après investigation, il pourra soit vous dire que c'est une maladie à virus Ebola, ou soit ce n'est pas une maladie à virus Ebola. Voilà ce que je peux dire. Docteur, un peu plus rapide, vous pouvez nous énumérer comment être contaminé plutôt. Donc, vous nous énumérez quelques façons, oui, soit d'être contaminé à la maladie. Alors, déjà, dans des termes simples, tout contact avec la personne suspecte de la maladie à virus Ebola, vous serez contaminé. C'est-à-dire déjà, si vous entrez en contact avec, comme je disais, les fluides du corps, pour ne pas dire les liquides, ouais, vous voyez, la salive, la transpiration, le sang, vous voyez.
même des endroits souillés, parce que cette personne, s'il fait même des hémorragies, qu'il a souillé par exemple les sols, les lits, et que vous allez manipuler tous ces éléments-là, vous allez vous contaminer. C'est comme ça, on insiste pour dire, dès que vous voyez que votre frère présente un tableau clinique qui est inhabituel, qui ressemble peut-être à un syndrome paludéen, soit à un syndrome grippal, vous ne touchez pas. Vous allez directement vous adresser au centre et c'est au personnel soignant parce qu'ils viennent déjà avec des équipements appropriés. Vous comprenez? C'est comme ça même dans des zones où l'épidémie sévit, même l'inhumation est interdite pour les personnes, voilà, les personnes qui sont voilà. Donc c'est au personnel soignant eux-mêmes de s'occuper de ça. Pourquoi? Parce que dès que vous allez manipuler ces corps-là, directement vous allez vous contaminer. Et vous pouvez vous manipuler aujourd'hui, vous dire que je ne suis pas contaminé. Il faut aussi signifier ici que la période d'incubation pour la maladie est de moyenne de 3 à 21 jours. Donc pendant cette période, vous pouvez être déjà avec le virus, mais vous êtes asymptomatique. Vous comprenez? Oui. Donc quand les symptômes viennent se manifester, ça signifie que vous étiez déjà contaminé plusieurs jours avant. Et pendant cette période, vous pouvez aussi continuer à contaminer les autres. Voilà. Merci docteur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre mission, mais vous pouvez lancer un dernier message en lingala pour permettre aux autres qui ne comprennent pas peut-être la langue française de bien comprendre qu'est-ce qu'est la maladie à virus Ebola, où en sommes-nous et puis comment c'est prévenir pour éviter les contaminations. Bande wanabiso bana Congo. Maladie tozanango oebengami na maladie ya virus Ebola eza malade moko très dangereuse et eza blague te eza kindoki te eza corpe te ndenge bato mosusu bazoloba eza mundele te muto aye na biloko na ye po asala mbongo eza ba maladi moko ezoboma makasi eza ya solo. Soki toza na ndaku omoni ke oza na ndeko oyo azo lakisa basini oyo ekokani neti na muto oyo aza na malaria azo sanza azo sala ba diarrhée na makila soit oza na nyama oza ata na mbwa na yo na nyau soit nyama moko boye kozala na ye na kati ya ndaku amikufeli azo bela kaka boye oyebi te kosimba ye te eloko ya liboso okima mbango na centre de santé soit na hôpital oyo eza pembeni ya ndako na yo obengi munganga nde akoya po akolata deja bilamba oyo ekopermettre ye azala contaminé te ye nde après investigation na ye akoyebisa yo ke mutu na yo aza na maladie ya virus Ebola to aza nango te soki ayebisi yo ke aza nango kobanga te lobiko eza kaka na hôpital tokoki kosambela tokoki kosala nyonso kasi baminganga nde bakobikisa ye bakosa biso te bayebisa biso te ke maladi euti soit place moko boye eza kope ya bato tika munganga sala musala na ye soki nzambe azwi molimo ya moto ya kufi kosimba ye te po yo pe okozwa maladi okolanda ye pe okopesa yango bandeko mosusu ezala nyama ezala mutu soki omoni ke eza eloko moko otikala komona te maladi moko omoni eloko emikufeli kosimba te kimambango na l'hôpital. Voilà les petits messages que je peux passer et avec mon lingala approximatif. Voilà, mais vous avez quand même passé un message fort. Hein. Vraiment, merci. Alors, chers téléspectateurs, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Santé à la Une, une émission consacrée aux questions liées à la santé qui touchent notre vie quotidienne, notre vie de chaque jour. On vient de parler de la maladie à virus Ebola, une maladie qui ronge la population de la RDC, la population de notre pays, même à l'extérieur du pays. Nous avons vu à l'Ouganda, la maladie la maladie a dérangé en tout cas. Donc on a abordé ces thèmes, ces sujets avec le docteur Alphonse Ngoï, épidémiologiste et expert en santé publique. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Santé à la Une. Au revoir et retrouvez-nous au prochain numéro sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Au revoir. Au revoir, merci.